Donc voilà, pour présenter l'article, on va suivre une introduction, une synthèse bibliographique, la méthodologie, vous présentez les principaux résultats et la discussion et en fait les principales conclusions. Voilà pour l'introduction. Donc on peut dire que le contexte énergétique international, il est marqué principalement dans le domaine de la cuisson par l'utilisation du bois de feu, du butane et de l'électricité. Environ 3 milliards de personnes utilisent ces combustibles dans le monde. Et la consommation moyenne est estimée à 4 tonnes de bois de feu par année, par ménage de 4 personnes. La consommation mondiale de butane est estimée à 210 mégatonnes par année. Et le budget de la cuisson occupe environ 10 à 20 à 30% en campagne et 34% en ville du revenu des ménages. Par contre, le contexte énergétique marocain, il est marqué par une facture énergétique environ 90 à 100 milliards de dirhams par année, qui représente 11% du PIB. On note au Maroc une absence des ressources énergétiques fossiles, une augmentation de la demande chaque année de 5%. La consommation du bois de feu est estimée à 2,2 et le budget énergétique représente 20 à 24%. Et la subvention publique accordée au butane est de 15 milliards de dirhams par année. Cette subvention fait l'objet d'un débat au Maroc et aujourd'hui elle est maintenue pour des raisons sociales. Voilà, donc on voit qu'entre 2002 et 2014, la consommation est passée de 1,1 à 2,2 mégatonnes. Il y a une montée vertigineuse des prix du butane en 2012 qui représentait environ 224%. Donc le Maroc a décidé, face à ces difficultés, le Maroc a décidé de lancer un projet d'énergie renouvelable qui vise à installer une puissance électrique de 42% d'ici 2020 et de 52% d'ici l'horizon 2030. Cette politique est possible grâce à l'ensoleillement qui est très bien, qui représente 4,5 à 7 kWh par mètre carré par jour, soit un nombre d'ensoleillement de 2800 à 3400 heures par année, selon la région. Donc face à ça, il y a la problématique, malgré l'adoption des énergies renouvelables en masse, on note une absence d'impact sur l'utilisation du butane et du bois de feu qui est destiné à la cuisson, du fait de la faible utilisation de la cuisson électrique. Donc on note de plus des difficultés d'approvisionnement en bois de feu et en butane dans certaines régions. Il y a la surexploitation aussi de la forêt. Il y a des problèmes d'insécurité liés à l'utilisation du butane. Souvent, on a des accidents. Et il y a des problèmes sanitaires et environnementaux qui sont liés à l'utilisation du bois de feu. Donc, quand on parle de cuisson solaire, il y a 69 pays qui l'utilisaient en 2004. Aujourd'hui, on est environ sur une centaine de pays et ça représente 3 850 000. Et le pays où on utilise le plus de cuisson, c'est la Chine. Donc, on a une progression de 256% en l'espace de 12 ans. Donc, les principaux avantages de la cuisson, c'est qu'il y a des avantages sanitaires, environnementaux, des avantages sociaux et des avantages économiques. Donc, pour classifier les cuiseurs, on peut les classifier à 4 niveaux, selon la taille, elle est petite, moyenne ou grande, selon le coût, cher ou pas cher ou moyennement cher, selon le niveau de température qu'on désire obtenir et selon aussi l'utilisation ou non du système de stockage. Donc, après la thèse, j'ai élaboré une nouvelle classification qui se distingue en deux types, les cuiseurs solaires directs et les cuiseurs solaires indirects. Les cuiseurs solaires directs ont des rendements de 2 à 55%. Les cuiseurs solaires indirects ont des rendements de 20 à 73%. Voilà quelques modèles de cuiseurs solaires. On a un modèle sans un réflecteur, un modèle avec un réflecteur, un modèle avec 3 réflecteurs. Il y a aussi les modèles à concentration. Les modèles à concentration, on a le modèle parabolique en B, le modèle cylindrique en C, le modèle sous forme de papillon en D et le modèle de Fresnel en A. Pour les cuisseurs solaires indirects, c'est utilisé principalement en Inde. Il y a les modèles sous vide et les modèles avec un fluide qui peut être l'eau ou l'huile.
Donc voilà quelques exemples de temps de cuisson. Par exemple, pour une cuiseur directe modèle bois, pour arriver à 121 degrés Celsius, on a besoin de 50 minutes. Par contre, avec la parabole, on a besoin de 25 minutes pour arriver à 180 degrés Celsius. Donc voilà, pour les principaux avantages de la cuisson, moi j'ai utilisé sur cette thèse la cuisson, ce qu'on appelle la cuisson à concentration. Parce que les températures de cuisson sont extrêmement élevées, le temps de cuisson relativement court, possibilité de cuisiner en interne, c'est comme si vous êtes à l'intérieur de votre cuisine et vous ouvrez une vanne et vous avez la chaleur. Il y a le contrôle, ça permet aussi de contrôler les flux de chaleur. Ses principaux inconvénients, c'est que le coût il est relativement élevé et que l'instabilité du système parfois due au vent. On peut lui intégrer un système de stockage sous forme de chaleur sensible ou bien sous forme de chaleur latente. Voilà, pour la cuisson solaire au Maroc, il y a des tentatives d'introduction entre 2010 et 2016 dans la région de Smou, de Takouch et dans la province de Saouira. Et en 2011, il y a une tentative aussi dans la province de Tenrir. Il y a 280 cuiseurs qui ont été distribués au niveau de la région de Marrakech pour des associations avec la société Solarama. Et en 2017, il y avait 40 cuiseurs solaires qui ont été distribués dans la province de Berkane. Voilà, ça c'est une thèse en cours au niveau de l'université de l'Oriental à Oujda. Donc c'est un système cuiseur solaire direct avec possibilité d'utilisation d'une batterie pour pouvoir cuisiner la nuit. Donc pour ce qui est dans le domaine industriel, ils ont essayé de développer des petits cuiseurs pour les vendeurs de poissons au niveau des plages. Il y a aussi un système de cuisson à l'usine Best Milk de Marrakech qui a une puissance de 12,8 kW. C'est un modèle à concentration. Donc voilà quelques coûts de cuiseur solaire. Le modèle parabolique AK11, il est à 4325 dirhams. Son poids c'est de 13 kg. Il peut atteindre une température de 225 degrés Celsius pour une capacité de 10 litres. Donc pour les cuiseurs solaires indirects, on a leur utilisation souvent en Inde et le coût est spécifique, il tourne entre 1360 et 1670 dirhams par mètre carré installé. Donc pour cet article, pour la méthodologie, on va faire une analyse des besoins énergétiques, calcul de l'énergie primaire, calculer la surface d'ouverture de la parabole et enfin déterminer le mix énergétique. Et on peut voir aussi la partie analyse économique à l'échelle du ménage, à l'échelle du pays et aussi évaluer leur impact environnemental aussi bien à l'échelle du ménage qu'à l'échelle du pays et faire une analyse du crédit carbone. Donc ces principales étapes vont être détaillées. La première partie, c'est l'analyse des besoins énergétiques. Donc, on a besoin de savoir ici la quantité de repas qu'on souhaite cuisiner, le temps de cuisson qu'on souhaite obtenir. Et en fonction de ça, quand on applique le premier principe de la thermodynamique, on va trouver des besoins énergétiques de 1,3 kWh. Ces besoins énergétiques devraient être corrigés par un rendement de 40%. Et des pertes supplémentaires dans le circuit, ce qui fait qu'on a des besoins de 3,2 kWh par jour. Après avoir déterminé l'énergie nécessaire, on doit déterminer la surface utile et on voit une surface d'ouverture de 1,6 m², ce qui représente un parabole avec un diamètre de 1,4 m. Pour déterminer le mix énergétique, on a besoin de savoir la répartition des différentes tranches d'énergie qui sont utilisées sur chaque domaine. Par exemple, la cuisson, dans le monde rural, pour le butane, c'est 68% pratiquement. En milieu urbain, 39%. Pour ce qui concerne le bois de feu, c'est 37%. Et en milieu urbain, dans la cuisson, le bois de feu n'est pas pratiquement utilisé, sauf dans les régions périphériques. Donc l'objectif de cette étude, c'est de voir la balance entre la valeur de la subvention de la cuisson solaire et la valeur de la subvention de la cuisson au butane.
Et les hypothèses de calcul ont été les suivants. Un coût d'investissement, bien sûr, pour la cuisson solaire. Un coût d'énergie nul, parce que le soleil est disponible. Un coût d'augmentation de 0%. Un coût de maintenance du système de 5%. Et des subventions, si l'État accorde des subventions de 25 à 75% du coût. Et un taux d'actualisation de 8%. Par contre, pour la cuisson au butane et au bois de feu, on a un coût d'investissement qui est pratiquement nul parce que le système, on peut le prendre. Un coût d'énergie qu'on doit payer chaque fois que la bouteille finisse. Un coût d'augmentation annuelle de l'énergie de 3%. Un coût de maintenance pratiquement nul. Et une valeur de subvention qui peut atteindre jusqu'à 250% selon le prix du butane sur le marché international. Et un taux d'actualisation de 8%. Donc, pour l'analyse, quand on a fait l'analyse avec la cuisson solaire, avec un rendement de 40%, on voit que le coût spécifique par repas est de l'ordre de 0,56 dirhams par kilogramme de repas cuisiné. Pour le butane subventionné, elle est de 0,18 dirhams par kilogramme cuisiné. Pour le bois de feu, elle est de l'ordre de 0,69 dirhams par kilogramme cuisiné. Donc, si la subvention du butane est enlevée, il faut multiplier le 0,18 par 2 à 2,5. Donc, pour l'évaluation économique sur l'échelle du ménage, on a un temps de retour qui est pratiquement de 7 ans pour le bois de feu et un temps de retour pour le butane non subventionné de 14,6% avec ce système. Et la sensibilité, après avoir fait les analyses économiques, tourne aux alentours de 0,5 années. Et voilà, selon la part de subvention que l'État peut mettre, voilà, on a des temps de retour qui sont variables. Si la subvention représente 150%, le temps de retour est aux environs de 12 ans. Si l'État met une subvention de 100%, on a un temps de retour de 250%, pratiquement de 7,9. D'accord. Et ça, c'est l'évaluation à l'échelle du ménage. On a un temps de retour de 7 ans, une analyse de sensibilité de 0,5 à 0,3%. Et lorsque l'État décide de subventionner 50% avec un taux de pénétration en milieu rural de 75% et en milieu urbain de 25%, on a un temps de retour de 12 ans avec un bénéfice de 4,86 milliards de dirhams après 15 ans. Il faut noter que la durée de vie de ces cuiseurs représente 15 ans. Donc, pour l'analyse de l'impact environnemental, on est à 3,38 mégatonnes économisées par an, soit une surface de forêt de 38 000 hectares par année. Donc l'analyse du crédit carbone consiste à faire intervenir le taux de crédit carbone qui est un marché boursier. Donc lorsque vous économisez une tonne de carbone, vous pouvez tirer 160 dirhams. Et là, le temps de retour peut être sensiblement amélioré. Donc on a une baisse de 0,4 à 0,5 par année. Pour les conclusions, donc on a trouvé que le temps de retour est très intéressant. Ça tourne aux alentours de 8 à 15 ans pour le butane, de 1,6 à 16 ans pour le bois de feu, selon le prix du bois de feu dans la région où l'on se trouve. À l'échelle nationale, avec un taux de pénétration de 75% en milieu rural et de 25% en milieu urbain, l'État peut faire au bout de 12 ans une économie et réaliser un bénéfice de 4,9 milliards de dirhams. L'impact écologique est considérable, 38 000 hectares de forêt économisés par année et un bilan carbone pratiquement de 4,7 mégatonnes par année. Donc pour les principales recommandations, c'est que certaines hypothèses ont été faites, donc il faudra les confirmer par une enquête nationale. Et en ville, ce système peut être discutable du fait du manque d'espace. Et je vous laisse, merci de votre attention, et je vous laisse avec les photos du système qui ont été réalisées. Merci Diana pour votre présentation très claire, très riche. Ça nous interpelle tous puisque ça traite une question d'actualité. C'est la consommation énergétique et l'étude comparative qui a été faite entre les différentes sources, soit au niveau du butane solaire et électrique. C'est très intéressant sur le plan économique mais aussi sur le plan écologique et environnemental. Donc les résultats ont montré bien l'intérêt et l'apport de cette étude. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre présentation très claire. Donc, on va ouvrir 2 à 3 questions pour M. Ndiaga.
S'il y en a des interventions très rapides, 2 à 3 questions exactes, ou bien un commentaire qui ne dépasse pas 1 minute. Est-ce qu'il y a des intervenants au niveau de la salle? Sinon, on passe au... Oui. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. J'ai une petite question pour l'utilisation de ce genre de cuisson au niveau domestique. Est-ce qu'on a toujours besoin d'être à l'extérieur pour l'utiliser? Il n'y a pas des systèmes qui proposent une installation où on peut utiliser ce genre de cuisson, mais lorsqu'on est à l'intérieur? Donc, je vous remercie pour la question. Donc, ça, c'est un système, c'est ce qu'on appelle la cuisson solaire indirecte. Donc, on a un parabole avec un absorbeur ou un récepteur et on a des tuyaux, donc un circuit hydraulique et on a un ballon de stockage. Et du ballon de stockage, on part vers la cuisine. Donc, c'est interne. Et de la cuisine, il y a un circuit de retour pour chauffer le fluide. Donc, c'est ça le système qu'on a proposé. Donc, voilà le schéma de principe. Merci. Donc, je profite aussi pour l'appeler que cette thèse a fait l'objet de 3 publications scientifiques et de 10 publications en communication orale internationale. Merci. Pas de questions? Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question. Bonjour Boudji. Quel niveau de température peut-on atteindre avec ce système-là? Ok. Donc, je vous remercie pour votre question. Pour les niveaux de température, le système a été testé dans la région d'Aïnatik, au niveau de Rabat, et on a atteint des températures de 153 degrés Celsius. 153 degrés Celsius. D'autres questions?
montre que l'érosion sont en provenance en majorité des terrains agricoles. Ils sont à 98% à peu près. Ils proviennent de terrains agricoles. Alors, si on fait en fonction du type de sol, ce sont les sols peu évolués qui donnent le plus d'érosion, à 67%. Suivant la pente, ce sont les pentes très élevées qui dépassent les 30%, qui contribuent à 43% à l'érosion du versant. En moyenne, dans l'ensemble de bassins versants, on a une moyenne de 23 tonnes par hectare par an. Pour voir un peu combien de cette quantité de sédiments qui arrive à l'exutoire ou bien au barrage. On a fait appel à un coefficient de délivrance qui est un rapport entre la dénivelée et la longueur de l'écoulement. Alors, la multiplication de la première carte, qui est l'érosion en versant au coefficient de délivrance, on a obtenu une carte de dégradation spécifique et l'érosion a passé de 23 tonnes par hectare par an à 10 tonnes par hectare par an. À peu près, c'est la moitié des sédiments générés au niveau des versants qui atteignent le barrage. En conclusion, l'étude de l'érosion des sols par les mesures radioéléments sont particulièrement rapides, économiques et peuvent compléter de façon intéressante les informations obtenues par les techniques conventionnelles. L'emploi combiné des radioisotopes et des SIG permettent de dresser une carte de distribution de l'érosion hydrique à grande échelle et ainsi d'orienter les actions d'aménagement anti-érosif aux sites les plus prioritaires. Et merci pour votre attention. Merci Anis pour votre présentation très riche aussi sur le plan. J'ai bien apprécié la combinaison. Vous pouvez rester, Monsieur Anis, ici. On va écouter s'il y a des questions. Votre combinaison intelligente des nouvelles technologies avec l'expérimentation sur l'évaluation de l'érosion sur les bassins versants avec les types expérimentaux bien élaborés. J'ai apprécié aussi vos cartes, puisqu'il a répondu aux normes d'élaboration de présentation des données définitives. Et le crégeage, moi j'aurais une question à la fin du crégeage, mais je laisse un peu les collègues, l'audience. Si vous avez des questions, j'ouvre 2 à 3 questions. Oui, professeur, madame. Merci. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre présentation, c'est Anis. Donc, bien illustré, donc, utilisant des techniques nucléaires donc, dans des domaines pacifiques tels que celui de la détection et le suivi de l'érosion. Moi, j'ai juste... bon, c'est une remarque. Et une autre, c'est une question relative à votre CEDOC. Donc, rapide. Dans votre exposé, vous aviez mis votre directeur de thèse et vous avez mis 2 co-directeurs de thèse. Je ne sais pas si le CEDOC de l'IAV, est-ce qu'il autorise d'avoir 2 co-encadrants. Là, c'est pour éviter tout simplement un éventuel problème lors du dépôt de votre dossier pour la soutenance. Normalement, ce qui est reconnu au niveau des CEDOC, des centres des études doctorales, un directeur de thèse et un co-directeur de thèse. Moi, j'ai vu 2 co-directeurs de thèse et parfois, ça peut créer des problèmes institutionnels. Tout le monde veut mettre son nom au niveau de l'établissement. Là, c'est une remarque générale, mais je sais que je tenais à la souligner. Je ne sais pas si c'est le cas pour le CEDOC de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. La deuxième, c'est que, bien sûr, vous avez présenté plusieurs résultats qui sont très intéressants, mais malheureusement, je n'ai pas vu de discussion de ces résultats par rapport aux travaux qui ont été réalisés dans la même zone par d'autres chercheurs, notamment marocains. Et je cite en passant donc les travaux de Demnati. Donc ils ont travaillé beaucoup en utilisant ces techniques nucléaires. J'aurais bien aimé que
vos résultats soient des résultats comparatifs, au moins, pour voir l'évolution, est-ce que ça a évolué, parce qu'ils ont travaillé depuis les années 2000, 2004, 2000, jusqu'à 2014, et ils ont même des articles 2017, donc, et qui traitent de la même thématique. Ça serait très intéressant donc, de pousser un petit peu pour discuter les résultats donc, et tirer des recommandations. Voilà, et je vous remercie. Bonne continuation. Professeur, alors, une autre question ici. S'il vous plaît, si vous permettez, avant qu'on passe à la deuxième question, on va donner à M. Anis qu'il réponde. Vous attendez un peu. Il y a d'abord la première partie de la question dont je peux me charger pour répondre. La deuxième, c'est M. Anis qui va répondre. Pour le problème du CEDOC, donc au niveau de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et les autres institutions qui font partie de création du CEDOC au niveau de l'IAV, donc il y avait une stratégie depuis les années. Depuis la création du centre doctoral, il y avait une stratégie d'encadrement des thèses. Il y a un directeur principal de thèse, puis il y a un co-directeur qui est à l'intérieur de l'institution, mais de l'autre département. Ce n'est pas du même département, mais il y a un autre co-directeur qui est externe à l'établissement. On est obligé d'intégrer d'autres établissements dans notre... Et on appelle ça comité de thèse. Donc toujours les thèses, ça passe par un comité, une commission doctorale qui valide les dossiers. Puis après la validation, il y a donc l'acceptation. Et le sujet, il est d'abord évalué par le comité de thèse, qui est directeur principal, un co-directeur de l'établissement de l'IAV et un deuxième co-directeur qui est externe à l'établissement. Ça pour enrichir un peu la relation avec le milieu externe de l'IAV Hassan II. Ça, il n'y a pas de problème, c'est un enrichissement pour les institutions et c'est accrédité, c'est valable. Voilà, je te laisse la deuxième question. Donc pour la comparaison de nos résultats avec les travaux déjà réalisés au niveau de RIF, effectivement, on l'a fait au niveau de rapports de thèse, mais ici, pour l'exposé, c'est un peu très court, je ne l'ai pas fait. Et c'est bien que vous avez cité Temnati, et effectivement, il est aussi... son institution et aussi dans nos travaux de recherche au niveau du Knesset, Demnati, Bouhlassa aussi, et bien sûr l'IAV Hassan II. Merci. Effectivement, le travail est très, très, très intéressant. Le problème actuellement au Maroc, c'est cet envasement des barrages qui risque de mettre hors usage beaucoup de barrages et la protection de ces bassins et la définition et la quantification des érosions, c'est très important. Ma question, elle est un peu les modèles que vous avez faits. Est-ce que vous les avez comparés avec les résultats mesurés exactement par le secrétariat d'État à l'eau dans ces barrages? Effectivement, les ingénieurs du ministère de l'équipement font des mesures de l'envasement au niveau de ces barrages, surtout le barrage Talambot qui est très ancien. Alors, les résultats théoriques que vous avez faits, est-ce qu'il y a une relation, avec les résultats mesurés effectivement au niveau de ces barrages? Merci. Oui, comme vous avez dit, à l'exutoire de ce bassin, il y a le barrage Halit Hilat ou bien Talambot. Malheureusement, j'ai pas accès aux résultats des études bathymétriques. C'est un barrage qui a été construit, je crois, en 1939 et qui a été envasé un peu au début de 2000. Mais malheureusement, j'ai pas accès aux études bathymétriques pour comparer avec ces résultats obtenus par les radionucléides. Sinon, j'ai effectué la comparaison avec le USLI et ça a donné des résultats. Comme vous savez, le USLI donne des résultats un peu plus élevés que la réalité. J'ai trouvé un peu le double que les radioéléments. Merci.
Merci encore une fois. Anis, je devrais m'arrêter ici parce qu'on a une contrainte de temps. Vous pouvez toujours continuer les discussions avec M. Anis. Il est là. On a une contrainte du temps. La deuxième séance doit démarrer des posters, mais aussi des présentations après ça. Je m'excuse pour les collègues. Donc je passe à la troisième présentation. J'appelle mademoiselle Regina Clares Dubina. Oui, elle va passer donc à un autre thème qui est l'efficience environnementale et performance économique des modes d'exploitation de production du coton biologique et coton conventionnel. Donc à vous la parole, mademoiselle. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter mes résultats de recherche sur l'évaluation de l'efficience environnementale des modes de production biologique et conventionnelle du coton au Bénin. Ce travail a été réalisé sous l'encadrement du professeur Khalil Alali. Au Bénin, le coton est la principale culture d'exportation. De par sa contribution aux revenus, à la formation du produit intérieur brut et aux recettes d'exportation, cette filière constitue un puissant levier de lutte contre la pauvreté en milieu rural et joue un important enjeu dans la croissance économique du pays. Face à cet enjeu économique, diverses mesures incitatives ont été initiées par le gouvernement pour appuyer le secteur dans l'idée d'accroître la productivité du secteur et augmenter le niveau de production. Il s'agit par exemple des subventions sur l'utilisation des intrants chimiques et la promotion de la mécanisation. Ces différentes mesures ont entraîné une évolution des superficies emblavées, une augmentation de la production avec pour corollaire une augmentation du niveau d'utilisation des intrants chimiques. Toutefois, ces intrants chimiques ne sont pas l'utilisation, le développement de la filière cotonnière n'est pas resté sans conséquences sur l'environnement. Diverses études ont montré la dégradation des sols liés à la production cotonnière, la perte de la biodiversité et des services écosystémiques, la pollution des eaux et également des problèmes de santé humaine. Ça passe pas. Ok. Dans ce contexte et face à la sensibilité des consommateurs sur la qualité physique, environnementale et sociale des modes de production, d'autres alternatives de production plus respectueuses de l'environnement a été initiée. C'est ainsi que le coton biologique a été introduit au Bénin dans les années 96. C'est un mode de production qui vise la préservation de l'environnement et il concilie l'économie, l'environnement et le social. Toutefois, la réalité des avantages de l'agriculture biologique nécessite avant tout des investigations empiriques afin de mettre en lumière ces gains écologiques, économiques et sociaux. La principale question qui se pose, est-ce que l'introduction de coton biologique a pu améliorer la performance environnementale des exploitations cotonnières? Ainsi, nous avons comme objectif d'évaluer l'efficience environnementale, de même que les principaux facteurs affectant ce niveau d'efficience environnementale au niveau des producteurs de coton. Pour ce faire, l'étude a été réalisée dans le bassin cotonnier du Nord Bénin. 4 principales communes ont été choisies de façon raisonnée. Un échantillonnage aléatoire a permis la sélection de 355 ménages producteurs de coton, à savoir 180 biologiques et 175 ménages conventionnels. Pour l'estimation de l'efficience environnementale, nous avons utilisé l'approche paramétrique par les fonctions de distance hyperbolique de type translog développées par Questa et Hall en 2009. Les intrants considérés sont
la semence, les engrais chimiques, la fumée organique, les traitements phytosanitaires et la main-d'œuvre. L'efficience environnementale considère la production jointe de produits désirables, ici le rendement coton, et puis la pollution de l'environnement, ici qui est les émissions de gaz à effet de serre. Le modèle d'estimation se présente comme tel. Les principaux facteurs d'inefficience introduits dans le modèle sont l'âge, l'expérience, le niveau d'instruction, le contact avec la vulgarisation, l'accès au crédit, à l'information, à la formation et le niveau de fertilité des sols. Les données que nous avons collectées, deux types de données. Les données primaires par un entretien structuré auprès des producteurs de coton qui constituent les quantités des intrants et de coton graines produites. Les données secondaires sont relatives aux valeurs fertilisantes des engrais chimiques et organiques, ainsi le coefficient d'émission de gaz à effet de serre de ces différents intrants. Et enfin, les caractéristiques socio-économiques des producteurs ont été collectées. Ce tableau présente les principales caractéristiques des exploitations productrices de coton. Il ressort que lorsqu'on considère le rendement, le coton biologique présente un faible rendement par rapport au coton conventionnel. Cet état de choses serait lié aux difficultés techniques, notamment à la mobilisation des intrants organiques pour la production de ce mode de production. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre révèlent que les exploitations biologiques contribuent moins aux émissions de gaz à effet de serre que les exploitations conventionnelles. Et les résultats montrent également que les engrais, notamment les engrais chimiques et organiques, contribuent beaucoup plus aux émissions de gaz à effet de serre au niveau de ces exploitations cotonnières. Ces résultats corroborent avec les travaux de Tongwan et Hall en Afrique du Sud qui ont montré que le coton émet en moyenne 670 kg d'équivalent CO2 à l'hectare. Lorsque nous regardons les résultats en Australie par Marceni et Hall 2013, les résultats observés ici, les émissions sont plus faibles que ceux observés par ces auteurs. Comparant la production cotonnière à d'autres modes, à d'autres filières, il ressort que les résultats similaires sont observés par Aguilera et Hall au niveau des céréales pluviales, en Australie toujours. Et lorsqu'on voit au niveau des exploitations laitières allemandes, il ressort que les exploitations biologiques et conventionnelles ont pratiquement le même niveau d'émission de gaz à effet de serre. Ce tableau présente les principaux résultats du modèle d'estimation de l'efficience environnementale. Nous avons d'abord testé dans un premier temps la présence d'inefficience au sein des ménages. Le test du ratio de vraisemblance est significatif au seuil de 1%, ainsi montrant qu'il existe l'inefficience au sein des producteurs. Comme attendu, les variables IS1, c'est la quantité de semences, IS2, la quantité d'engrais chimiques, IS3, engrais organiques, IS4, les produits phytosanitaires, IS5, et la main-d'œuvre, et le B représente les outputs indésirables, qui est ici les émissions de gaz à effet de serre. Comme attendu, le signe est conforme aux attentes. Le signe est positif, montrant ainsi que plus la production de coton augmente, plus également les émissions de gaz à effet de serre augmentent également. Parce qu'il ne peut pas avoir de production sans pollution de l'environnement. Nous présentons les estimations des élasticités. Il ressort que les semences, les engrais organiques et la main-d'œuvre présentent un signe négatif au niveau des ménages biologiques. Tandis qu'au niveau des ménages conventionnels, c'est le semences et les engrais chimiques qui présentent un signe négatif. Les élasticités par rapport aux émissions de gaz à effet de serre montrent
et les élasticités de 0,31 de 0,67. Donc, une augmentation de la quantité produite de coton de 1% entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 0,31-0,76. Ainsi, les exploitations biologiques contribuent toujours à une réduction des émissions au niveau des exploitations. Ce tableau présente le coût d'opportunité des émissions de gaz à effet de serre au niveau des deux modes de production. Il ressort que les producteurs de coton biologique font face à de faibles coûts d'opportunité par rapport aux producteurs de coton conventionnels. Par ailleurs, les exploitations de grande taille présentent un faible coût d'opportunité par rapport aux autres types d'exploitation. Ces résultats corroborent ceux de Nduki et Hall 2016 et Kupova et Hall 2018. Par rapport aux indices d'efficience environnementale, les résultats montrent que les producteurs de coton biologique sont moins efficients sur le plan environnemental que les producteurs conventionnels. Ceci peut être lié au niveau de rendement observé, les différences de rendement qui caractérisent ces modes de production. Donc, il existe un potentiel d'accroissement du rendement de 27% et de 17% respectivement pour le biologique et le conventionnel, et une potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 21,4 et 14,6% au niveau de ces deux modes de production. Ces différents accroissements et réductions pourraient entraîner une réduction des coûts de production et ainsi améliorer la performance économique de ces deux modes de production. Lorsque nous considérons les facteurs d'inefficience, il ressort des résultats que le contact avec la vulgarisation, l'accès au crédit, l'accès à l'information et puis le nombre d'années d'expérience ont un effet négatif sur l'inefficience des producteurs, tandis que l'âge a un effet positif sur le niveau d'inefficience des producteurs. En guise de conclusion, nous pouvons dire qu'il existe des inefficiences au sein des producteurs de coton au Bénin, notamment au niveau des producteurs du coton biologique. Les coûts d'opportunité des émissions élevées sont observés au niveau du coton conventionnel. Et comme recommandation, des supports techniques aux producteurs et l'éducation environnementale pourront améliorer le niveau de performance. Ceci passe par l'adoption des pratiques durables pour réduire les émissions, accroître la productivité et promouvoir ainsi l'intensification agricole durable au sein de ces modes de production. Merci pour votre attention. Merci Regina Clarisse pour votre exposé, c'est très riche, qui nous a ramené cette fois-ci d'une dimension solaire à une dimension sol. Maintenant on passe à une dimension environnementale et qui est liée à une production d'un élément très, très important, l'Afrique de l'Ouest, et exclusivement le Burkina Faso, le Bénin et les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont reconnus pour leur production en coton très, très importante. Ça constitue d'ailleurs l'un des secteurs importants sur le plan économique et surtout des familles. Donc, bon, maintenant, on ouvre. Donc, on vous félicite pour cette présentation très riche et excellente. Donc, on va ouvrir une à deux questions. Oui, on commence par la mienne. Bonjour, donc je vous remercie pour votre présentation qui était très intéressante. Toutefois, j'ai bien aimé l'approche de la comparaison de l'agriculture ou bien du mode de production d'agriculture conventionnelle par rapport au mode d'agriculture biologique. Toutefois, par rapport à la question que vous vous êtes posée au départ, donc j'aimerais bien que vous m'éclairez sur la réponse à votre objectif, parce qu'au départ, vous vous êtes posé une question sur l'efficience environnementale entre le mode biologique et le mode conventionnel. Donc, ça m'a manqué un petit peu au niveau des conclusions
que vous me donniez en fin de compte quelle a été votre conclusion, sachant que moi, ce que j'ai retenu de votre présentation, c'est que vous êtes arrivé, bon, mis à part le fait que les intrants étaient bien moins utilisés sur le biologique, je pense que tout ça, c'est pas une trouvaille, vous le saviez pertinemment dès le début de votre étude, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, l'efficience du mode de production conventionnel était supérieure à l'efficience du mode de production en biologique, du fait que le rendement était moins élevé. Peut-être que les gaz à effet de serre étaient beaucoup plus utilisés ou plus émis, mais le rendement était beaucoup moins élevé en biologique. Donc, est-ce que si l'on vient en conclusion de votre présentation, devrait-on conclure qu'il faut aller plus vers le conventionnel, puisque vous avez trouvé qu'il était beaucoup plus efficient? Merci. Merci, Lamia. Oui, bon. Nous avons montré que le mode conventionnel est beaucoup plus efficient. Mais lorsqu'on compare les indices d'efficience et les indices d'efficacité et d'élasticité, on remarque que lorsqu'on accroît le coton conventionnel d'1 kilogramme, les émissions de gaz à effet de serre aussi s'accroît de 0,114% au niveau du système conventionnel. Alors que au niveau du système biologique, ces émissions sont accrues de 0,31%. Donc, le mode biologique contribue toujours à une amélioration de la performance environnementale. Maintenant, si on veut promouvoir la performance environnementale au niveau de ces exploitations, oui, on peut toujours promouvoir le coton biologique, mais agir sur les différentes contraintes qui entraînent une réduction des rendements au sein de ces producteurs. Par exemple. Pardon? Par exemple. Par exemple, il y a la difficulté de mobilisation des intrants. Or, sans intrants, il n'y a pas de production. Généralement, les intrants utilisés sont de production locale et ne sont pas, les quantités utilisées n'atteignent pas les recommandations à l'hectare au niveau de ces producteurs. C'est une balance difficile, mais de toutes les façons, ça a marché. OK, une autre intervention, s'il y en a, une autre question. Sinon, on passe à la dernière présentation de cette première séance. Donc, j'invite... merci, Regina. J'invite Monsieur Mdersa. OK, c'est ça? Mdersa Mohamed. Maintenant, il va nous parler de l'évaluation de la capacité de stockage de carbone dans les différents écosystèmes sur les biomasses forestiers du Moyen Atlas central, cas du massif forestier d'Ephraim. À vous la parole. Merci. Le verbe, l'avance. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si vous permettez, je vous présente mon exposé qui s'inscrit dans le cadre de mon travail de recherche intitulant Une évaluation de la capacité de séquestration de carbone dans les massifs forestiers d'Ephraim à l'épreuve des changements climatiques. Le travail est sous l'encadrement du professeur Jamal Ibijbijn de la faculté de sciences de Meknès et sous l'encadrement du professeur Benjelloul Hassan de l'INFI, de l'École nationale forestière d'ingénieurs. Donc le plan de l'exposé va s'articuler autour des points suivants. On va commencer par une petite introduction, suivie par une présentation sommaire de la zone d'étude, la méthodologie adoptée et quelques résultats préliminaires du travail, et on va terminer par une petite conclusion. Donc, comme vous le savez tous, la communauté scientifique est unanime au sujet du changement climatique. En effet, ce phénomène, dont les conséquences ont été déjà observées dans plusieurs régions du globe, et plus principalement dans les tiers-mondes, il est caractérisé par une augmentation des gaz à effet de serre, et plus principalement le CO2. Cette augmentation est due à un accroissement de la température de l'air à la surface de la Terre. En effet, les écosystèmes forestiers sont au cœur de cette problématique en raison de leur rôle alternatif de source et de puits de carbone. Et parmi les services écosystémiques, on trouve la séquestration de carbone qui a la fonction de régulation du climat et comme solution l'accroissement de la quantité de CO2 absorbée par les forêts grâce à la plantation ou la replantation d'arbres pour accélérer l'absorption de CO2, réduisant ainsi la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Donc l'objectif principal de travail il est axé sur une évaluation quantitative et qualitative du potentiel de séquestration de carbone dans les massifs forestiers du Moyen Atlas central marocain. Cette estimation a été réalisée au niveau du sol, considéré comme un puits de carbone qui séquestre plus de 70% de CO2 atmosphérique, et au niveau de la biomasse ou la matière végétale. Les espèces concernées par cette étude sont le cèdre de l'Atlas, le pin maritime de montagne, le chêne et le chêne vert. Ce sont des espèces autochtones du Moyen Atlas central sur lesquelles on capitalise à étendre la superficie forestière marocaine. Donc en ce qui concerne la séquestration de carbone dans les sols, il est influencé par deux facteurs, par les changements climatiques et par la modification de la composition forestière, c'est-à-dire par le type de végétation existant dans la zone. Ainsi, l'acquisition des connaissances sur la dynamique de ce stockage en forêt est fondamentale pour prédire et atténuer les conséquences de tels changements. Passons à la présentation de la zone d'étude. Comme j'avais dit, il est rattaché à la province d'Ifrane. Il comprend 4 grandes forêts. C'est la forêt de Djeba, la forêt de Djebel Sud et la forêt d'Azro. Ce sont des forêts abritant une biodiversité faunistique et faunistique très importante et sont très connues à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Pour ce faire, nous avons opté pour la méthodologie suivante. Premièrement, à l'aide d'un SIG et suite à des tournées de validation sur terrain, nous avons pu identifier des parcelles représentatives sur le plan topoclimatique ainsi que sur le plan de type de végétation existant dans la zone à raison d'une parcelle par forêt. Puis nous avons pu identifier des strates comprenant des peuplements homogènes au niveau de chaque parcelle. Et par la suite, nous avons installé des sites dans lesquels nous avons ouvert des profils pédologiques en vue d'une étude détaillée du sol. Donc voici un schéma illustrant la composition forestière au niveau de la parcelle d'étude, au niveau de la forêt d'Azro. Il comprend 4 formations forestières, une formation à base de reboisement, une formation de cèdre pur, une formation ou une strate forestière de mélange de cèdre avec le chêne et une formation de chêne vert pur. En ce qui concerne la forêt de Djeba, nous avons pu identifier 2 formations forestières, une formation à base de chêne et une formation à base de chêne au mélange avec le chêne vert. Au niveau de la forêt de Djebel Sud, nous avons identifié 3 formations forestières, une formation de chêne vert pur, une formation de mélange de cèdre, de chêne vert, de pin maritime avec dominance de pin maritime et une autre formation de mélange de cèdre avec le chêne vert. Donc, pour l'estimation du stock de carbone au niveau du sol, nous avons procédé comme suit. Premièrement, nous avons ouvert des fosses pédologiques au niveau de chaque strate et au niveau de chaque parcelle, une vue d'une description détaillée des horizons génétiques du sol. Par la suite, nous avons prélevé des échantillons à partir de chaque horizon pour analyse au niveau de laboratoire. Ces analyses ont concerné la granulométrie du sol, le pH, la concentration de carbone, la concentration d'azote, la capacité d'échange cationique et les bases échangeables. Et par la suite, nous avons pu calculer le stock de carbone au niveau de chaque strate en utilisant cette formule qui tient en compte la concentration de carbone, la densité apparente du sol et l'épaisseur de chaque horizon. En ce qui concerne l'étude de la biomasse ou de la matière végétale, en ce qui concerne le stock de carbone au niveau de cette matière végétale, nous avons choisi 30 arbres échantillons par parcelle. Par la suite, nous avons saisi l'occasion des travaux d'exploitation au niveau de ces forêts pour calculer les biomasses directes, parce que ce n'est pas facile pour faire des mesures directes. L'abattage de ces arbres il est interdit, surtout pour le cèdre, le cas du cèdre. Donc le calcul de la teneur en carbone dans la matière végétale a été calculé à partir de calcination des échantillons de bois au niveau du laboratoire
Et par la suite, et en utilisant ces biomasses individuelles de ces 30 arbres, nous avons élaboré des modèles carbomasse qui prend en considération les entrées de l'arbre, à savoir la circonférence et les hauteurs totales de l'arbre. Et en utilisant les inventaires forestiers réalisés dans ces parcelles, nous avons extrapolé le stock de carbone dans tous les peuplements étudiés. Passons maintenant à la présentation de quelques résultats préliminaires du travail. Premièrement, à partir des analyses physico-chimiques du sol et l'étude morphologique des horizons, nous avons pu identifier 3 types de sols. La classe des sols débrunifiés, la classe des sols associés au oxyde de fer et la classe des sols calcimagnésiques. Cette classification a été basée sur les normes de la Commission de pédologie et de cartographie du sol et sur le système international de classification, de nomenclature et de création des cartes des sols. Donc, les résultats du stock de carbone organique total au niveau du sol, il est représenté dans le tableau suivant. Et là, on ressort que les stocks moyens en carbone les plus élevés ont été enregistrés au niveau du peuplement feuillu dans le site 9 à base de chêne vert sur un substrat basaltique, suivi d'une espèce feuillue aussi de chêne zen au niveau du site numéro 8 sur un substrat basaltique, suivi du peuplement résineux à base de cèdre au niveau du site 7 sur toujours un substrat basaltique. Et les faibles stocks ont été enregistrés au niveau des peuplements en mélange, dans le site numéro 1. Donc, en ce qui concerne l'étude de la biomasse, les résultats de l'inventaire, il est présenté dans le tableau suivant, dans lequel nous avons caractérisé ces peuplements en matière de densité, de surface terrière et de volume. Ce sont des caractéristiques dendrométriques intrinsèques des peuplements et qui influencent beaucoup le stock de carbone au niveau de la biomasse. La teneur moyenne de bois en carbone elle est de l'ordre de 56%. Il est issu à partir de calcination dans un four à moufle à 600 degrés des échantillons de bois au niveau du laboratoire. Le stock de carbone organique au niveau de la biomasse, il est aussi influencé par le type du matériel lithologique et de la densité du peuplement. Si on prend par exemple le cas de cèdre de l'Atlas sur un substrat basaltique avec une densité de 107 tiges à l'hectare, il est meilleur que celui de cèdre de l'Atlas sur un substrat dolomie-calcaire avec une densité de 86 tiges à l'hectare. Donc à partir de ces résultats, on peut conclure ce qui suit. Premièrement, la teneur en carbone est supérieure sur des peuplements feuillus à base de chêne vert et de chêne zen, suivi de cèdre et par la suite sur pin maritime. Ces stocks sont influencés par la composition des peuplements, c'est-à-dire s'il y a un peuplement monospécifique en mélange, ça veut dire que le type de végétation joue un rôle très important de la variation du stock de carbone au niveau du sol. Cette séquestration elle est meilleure sur un substrat basaltique ou sur un substrat dolomie-calcaire. Ça veut dire que le type de la roche-mère aussi joue un rôle très important dans cette variation. Et ces stocks sont liés aux densités du peuplement. Ça veut dire que les caractéristiques dendrométriques intrinsèques des peuplements jouent un rôle très important dans ce stockage. Donc, comme des aspects pratiques qu'on peut tirer de ces résultats, que cette étude peut aider les gestionnaires à comprendre l'effet des espèces autochtones de reboisement sur les changements climatiques en matière de séquestration de carbone. On peut aussi orienter les choix des gestionnaires dans les programmes de reboisement et de régénération des forêts en matière des essences à planter. Et en dernier lieu, on peut guider les méthodes d'aménagement et les règles de culture dans les forêts. Ainsi, mon exposé touche à sa fin et merci de votre attention. Merci Mohamed Darsey pour le respect du temps et l'excellence présentation que vous avez assurée. Si vous le permettez, puisque nous sommes donc un peu serrés par le temps, est-ce qu'on peut ouvrir une liste de 2 à 3 questions ou bien des commentaires?
Sinon, donc, en votre nom, donc, nous tenons à féliciter et remercier tous les intervenants dans cette séance qui est réservée aux aspects environnementaux et énergies renouvelables. Nous remercions vivement donc Monsieur Ndiaga Boudji pour sa présentation sur l'apport de l'énergie solaire en matière de cuisson et en matière de préservation d'énergie au niveau national. La deuxième présentation qui a été assurée par M. Zouagui, qui a fait une très bonne présentation sur donc l'intégration des nouvelles technologies avec les isotopes au niveau de l'étude des effets hydriques, l'érosion hydrique des bassins versants. La troisième présentation a été faite par mademoiselle Regina Claris sur donc l'évaluation ou bien l'étude de l'efficience environnementale des modes de production du coton au Bénin sur les pratiques conventionnelles et les pratiques biologiques. Et la dernière présentation assurée par C. Mohamed Dersa, donc, qui a procédé à l'évaluation donc, de la capacité de stockage du carbone dans les différents écosystèmes forestiers. Donc sur ça, donc, ça prend fin à cette première session et nous vous invitons à la deuxième session et aussi à une pause café, donc les posters, pour donc avoir plus d'informations et plus de renseignements sur les travaux de recherche qui sont en train d'être effectués au niveau de CEDOC, du Centre des études doctorales de l'Institut agronomique militaire Hassan II. Et voilà, donc on va reprendre, je crois, dans un quart d'heure, ou bien maximum 20 minutes. Merci.